Nouveau journal sur Télé 50. Merci de nous recevoir chez vous. Affaire xénophobie, l'ambassadeur de l'Afrique du Sud en RDC déplore, comme son homologue congolais en Afrique du Sud, les violences xénophobes perpétrées à l'endroit des étrangers et surtout des ressortissants congolais dans les villes de Durban et Johannesburg. Il y a peu, au cours d'un point de presse tenu ce vendredi à Kinshasa, l'homme a présenté ses excuses à toute la nation congolaise tout en rassurant que la justice a déjà été saisie. I can tell you that I'm personally very saddened. Je peux vous dire que personnellement, je me sens touché par ce qui s'est passé parce que moi, individuellement, j'ai été bénéficiaire de la solidarité africaine. Ainsi, il n'y a vraiment pas de raison plausible pour que mon gouvernement, qui dans son émanation est constitué de gens qui partagent ma condition, donc qui ont vécu dans des pays africains, il n'est pas possible qu'un tel gouvernement puisse en arriver à une politique de haine envers nos frères et sœurs, donc envers nous-mêmes. Outre les efforts qui ont été fournis dans les jours passés pour pouvoir stabiliser la situation et protéger nos frères et sœurs africains qui vivent en Afrique du Sud, j'aimerais vous rassurer que pour tous ceux d'entre vous qui veulent voyager en Afrique du Sud, n'hésitez pas, allez-y, nous allons vous protéger. Peu importe la frustration et la gravité des raisons qui ont poussé certains Sud-Africains à perpétrer ces attaques, ces raisons ne pourront jamais donner raison aux Sud-Africains pour pouvoir attaquer leurs frères du continent africain. Et de la manière la plus forte, nous condamnons les comportements barbares de certains de nos concitoyens. Et au nom du gouvernement sud-africain, au nom de mon ambassade et en mon nom propre, j'aimerais présenter mes excuses à tous les Congolais à cause de ce qui s'est passé, provoqué par certains de nos concitoyens. I ask you, ladies and gentlemen, to Contrôle parlementaire, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Évariste Bochab, était devant les députés ce vendredi pour répondre à la question orale avec débat initié contre lui par le député Lutundula Christophe. La question du réalisme du gouvernement sur la matérialisation du découpage territorial était à l'ordre du jour. Dans l'actualité également, entrée en fonction du président de la Cour constitutionnelle ce vendredi, Benoît Luamba Bindu a pris ses quartiers au siège de cette institution à Kinshasa à l'issue d'une brève cérémonie. Il remplace à ce poste Vundawe et Tepemako qui a assumé l'intérim comme doyen d'âge. Président de la Cour constitutionnelle. Ça y est, la Cour constitutionnelle est déjà fonctionnelle à RDC avec l'entrée en fonction du président de cette Cour, en la personne de Benoît Luamba Bindu. Fonction qu'exerçait par intérim il y a 3 mois le professeur Vundawe Tepemako. Petite cérémonie de remise et reprise, un discours de circonstances suivi de la visite des installations de la Cour constitutionnelle. Les félicitations fusent de partout pour Luamba Bindu, cet ancien président de la Cour suprême de justice. Cet ancien président de la Cour suprême de justice en RDC. De ses attributions, la Cour constitutionnelle est juge de la constitutionnalité des lois, des actes ayant force des lois, des édits et des règlements intérieurs des chambres parlementaires. La Cour constitutionnelle est la juridiction pénale du président de la République et du Premier ministre. Et en matière électorale, la Cour constitutionnelle a la compétence de connaître les recours et trancher par ses arrêts les contentieux électoraux. Je le disais au sommaire, c'est ce vendredi que s'est ouvert à Kinshasa la réunion des responsables des services des États membres de la CIRGL en charge de la lutte contre la fraude et la contrebande minière. Ces experts vont durant 2 jours réfléchir sur des mécanismes et la mise en œuvre de l'accord signé à Lusaka en décembre 2010 par les chefs d'État des pays membres pour mettre fin à ce fléau qui plombe le développement de la région de Grand Lac. Ils étaient presque tous là. Membres du gouvernement, partenaires techniques et financiers de la CIRGL, membres du corps diplomatique et sénateurs à l'ouverture des travaux de cette réunion des experts de la CIRGL en charge de lutte contre la fraude et la contrebande minière. Les États membres producteurs de minerais et les États membres pays de transit de minerais doivent tous être impliqués dans ce combat, car il n'y a pas d'acteurs d'un côté et des spectateurs de l'autre. Voilà qui justifie la tenue de ces assises de service, la première du genre dans les annales de la CIRGL.
Je souhaite que les assises vont porter des fruits que nous attendons. Pour ce premier jour des travaux, l'essentiel était plus l'installation du bureau. La CIRGL, conformément au prescrit, il a été décidé que c'est l'Angola qui devrait présider le bureau et les Kenyans allaient faire le vice-président. Nous, la République démocratique du Congo, le pays hôte, nous devrons prendre le secrétaire rapporteur. Il est question maintenant d'approfondir la matière. Ceci entre dans la ligne droite de la volonté des chefs d'État de la région, exprimée à travers la déclaration des Dar es Salaam et le pacte de Nairobi de promouvoir les valeurs et principes universels de la bonne gouvernance, notamment la gestion rationnelle des ressources naturelles et la promotion de l'éthique de responsabilité des dirigeants et de leur devoir des redditions des comptes. Merci. Autre titre d'actualité, le vice-premier ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Willy Makiashi, a présidé ce vendredi une réunion à laquelle ont pris part les représentants du patronat et du syndicat. Au menu des échanges, l'institution d'une déclaration mensuelle unique de cotisation sociale des impôts. Par ailleurs, le vice-premier ministre Willy Makiashi a également accordé une audience au premier conseiller chargé des missions de l'ambassade de Suisse en RDC. Christian Gobé a annoncé que son pays compte appuyer la RDC dans la formation professionnelle pour une main-d'œuvre de qualité. Grâce à l'AMBO. Autour de cette table, le vice-premier ministre, ministre de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale Willy Makiashi, les représentants du patronat et des syndicats. Au centre des discussions, la présentation d'une déclaration mensuelle unique des impôts, cotisations sociales et contributions patronales sur les rémunérations dues à la DGI, l'INSS et l'ONEM. C'est une déclaration unique, ça fait comme un guichet unique, un document unique qui sera maintenant utilisé par les 4 structures. À l'époque, il y en avait plusieurs, on perdait beaucoup de temps, on perdait de l'argent, maintenant il y a un seul document qui sera utilisé par tous. On gagnera dans le temps, on gagne également le fait qu'on instaure cette déclaration. On améliore également l'assiette de recettes, parce que vous savez qu'on va canaliser maintenant toutes ces recettes vers les banques et tout le monde pourra y gagner. Et juste après cette réunion, Willy Makiashi s'est également entretenu avec le premier conseiller chargé des missions de l'ambassadeur de Suisse en RDC. En croire Christian Gobé, son pays compte appuyer la RDC dans la formation professionnelle pour une main-d'œuvre de qualité. Nous avons échangé sur l'expertise de la formation professionnelle et voir, évaluer dans quelle mesure la Suisse pouvait contribuer à la mise en œuvre du chantier de la formation professionnelle ici en République démocratique du Congo. Le vice-premier ministre, ministre de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale Willy Makiashi se dit ravi que la Suisse appuie la RDC dans la formation professionnelle. Paye des décomptes finales de retraités à la Gécamine. L'opération a été lancée hier à Lubumbashi au Katanga. 200 agents sur les 800 éligibles à la retraite ont vu leur salaire être débloqué. Au total, 3 500 000 $ américains ont été disponibilisés pour la paye de cette première vague des retraités. Les bénéficiaires ont salué le dénouement de ce dossier qui a longtemps défrayé la chronique dans la ville de Lubumbashi et dans l'ensemble du pays. Ils sont au total 800 agents de la Gécamine qui doivent bénéficier de ces décomptes finales. Le premier lot, constitué de 200 agents, a déjà été servi. Le reste ne tardera pas à venir. Déclaration du directeur général de l'entreprise. Cette prochaine étape ne va pas tarder. Nous avons déjà reçu l'instruction de notre conseil d'administration pour que la prochaine étape se passe le plus rapidement possible. Cette démarche a été rendue possible grâce notamment à l'esprit managérial du conseil d'administration qui tient à tout prix faire respecter la vision du chef de l'État, la révolution de la modernité. Le chef de l'État lui-même a suivi de très près cette opération ici de départ des agents en retraite et une instruction nous a été donnée pour que ceux qui partent en retraite, qu'on leur conseille de se constituer en coopérative de services ou en coopérative de production. Ces montants remis à ces agents rencontraient-ils leur satisfaction? Si tous les calculs ont été faits conformément à la législation sociale en vigueur dans notre pays. Donc, d'ailleurs, avant même de procéder au paiement, les travailleurs eux-mêmes ont eu les bulletins avant et ils devaient se rassurer, même auprès de leurs conseillers éventuels, que les calculs ont été convenablement faits.
Ce n'est pas tout. La direction générale a initié plusieurs réformes dans le cadre de la relance de la production. Les résultats sont éloquents. La moyenne de la production qui avant septembre tournait autour de 600 à 800 tonnes, depuis septembre, la moyenne de la production a tourné autour de 1200 tonnes et depuis mars 2014, comme les effets de la réhabilitation de nos usines ont commencé à se faire sentir, nous avons pu produire 1558 tonnes. Avec cette volonté manifeste dont font montre la direction générale et le conseil d'administration, il est possible, selon certains observateurs, que l'on parle d'une vraie renaissance de la Gécamine avec impact positif sur l'économie nationale. Qu'en est-il du projet du lancement de la cimenterie de Maïko dans la province orientale? Justement, le sujet était au centre d'un échange entre le ministre de l'Industrie Germain Kambinga et le caucus des députés nationaux élus de l'ex-province orientale. Il était question de faire un état de lieu de ce projet qui portera le nom de la cimenterie de Maïko, Maïko, Simaïko en sigle. C'est une rencontre en tout cas importante puisque le sujet est porté à cœur par le nouveau ministre de l'Industrie dont l'un des objectifs demeure promouvoir la production locale, le Made in Congo du nom du concept qu'il défend. Pour deux bonnes raisons. En face à face, le ministre Germain Kambinga et le caucus des élus de la province orientale avec un seul sujet, le lancement de la nouvelle cimenterie de Maïko. En échange libre d'idées au profit de la nation congolaise, le ministre de l'Industrie va à l'endroit de ses interlocuteurs faire savoir que la mise en œuvre du projet de construction de cette cimenterie suivra une feuille de route qui portera d'abord sur la mise en place d'un comité de pilotage du projet. Ensuite, sur le désenclavement du site en priorisant la construction d'un pont et d'une route. Sur place à Maïko, il faut également la construction d'un hangar. Enfin viendra l'évaluation indépendante des actifs de la société ainsi que l'ouverture de son... Le caucus des élus de l'ex-province orientale devrait mettre en place un comité de suivi du projet de la cimenterie. Ça veut dire 4-5 élus, commission économique et financière, commission infrastructure, qui, de manière permanente, suivent le projet, accompagnent le ministère de l'Industrie et fait le lobbying au niveau du gouvernement pour la mobilisation des fonds. À leur tour, les députés de l'ex-province orientale ont, tout en remerciant le ministre, émis leurs avis et considérations concernant la brillante question de ce projet. Ce qui donne lieu à croire à un avenir meilleur puisque les députés de l'ex-province orientale s'y sont engagés à accompagner Germain Kambinga pour la matérialisation de ce nouveau projet. Quoi de plus normal de partager un dîner, l'avenir est promettant. Parlons environnement dans ce journal, dans le but de renforcer la sécurité autour des aires protégées. L'Agence américaine de développement est venue en appui à l'Institut national pour la conservation de la nature par la construction d'un poste de patrouille moderne au parc national de Kahuzi-Biega dans le sud Kivu. La cérémonie de remise de cet édifice s'est déroulée à Chivanga en présence de l'ambassadeur américain James Swan ainsi que des autorités de cette partie du pays. Regardez. Les gardes du parc national de Kahuzi-Biega viennent d'être dotés d'un poste de patrouille moderne construit sur financement de l'Agence américaine d'aide au développement international, USAID. La remise de ce poste de patrouille a eu lieu à Chivanga, porte d'entrée principale du parc en présence de l'ambassadeur des États-Unis à Kinshasa, James Swan. Le vice-gouverneur, le professeur Gabriel Kalunambulu, a remis les clés de ce bâtiment à la ministre provinciale en charge de l'environnement, Adolphine Moulay-Biayoua. Il a rappelé que le PNKB est une réserve d'espèces rares telles que les gorilles des plaines orientales et qu'à ce titre, il doit être très protégé. Le parc national de Kahuzi-Biega, un fleuron de la province du Sud Kivu, en République démocratique du Congo, constitue un sanctuaire unique au monde d'une espèce endémique que se trouve être les gorilles des montagnes en l'occurrence. C'est cette espèce qui avait essentiellement motivé la RDC à faire inscrire ces sites sur la liste des sites du patrimoine mondial. L'histoire récente de ce parc démontre que la République avait raison en entreprenant cette démarche-là. La construction de ce poste de patrouille a duré 3 mois. Il constitue un bon cadre d'où les gardes du parc mèneront leurs activités de protection quotidienne de ce patrimoine.
tout en saluant le travail de tous ceux qui participent à la protection du parc.